Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de notre série de webinaires dédiée à la menace cyber dans l'industrie ferroviaire, où nous allons parler de gestion mutualisée des réseaux IT et IoT. Je m'appelle Stéphane Prévost, je suis Product Marketing Manager chez StormShield et je vous invite à suivre cette session qui se compose de 4 parties. Dans un premier temps, je vous propose de voir dans quel cadre nous nous situons autour de la mise en place d'un processus de cyber-résilience et les points de vigilance que cela soulève. Puis, j'aborderai les solutions qu'on peut utiliser pour répondre à ces problématiques et quelles réponses StormShield peut vous apporter en termes de gestion centralisée d'une politique de sécurité réseau. À la fin de ce webinaire, j'animerai une session de questions-réponses. Donc, si vous avez une remarque, un commentaire ou une précision à remonter, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de l'application GoToWebinar. Je reprendrai ces questions à la fin afin d'y apporter des éléments de réponse. Donc pour commencer, je vous invite à voir dans quel contexte se situe cette session avec un sujet que nous avions abordé lors du premier épisode. En effet, nous avions vu que les promesses autour des réseaux ferroviaires intelligents et les objets connectés visaient à améliorer l'efficience opérationnelle avec par exemple la vie éthique ou encore l'augmentation de la qualité de service pour plus de passagers, plus de rapidité et une meilleure ponctualité. Nous avions également vu que ces promesses permettaient la mise en place de projets pour améliorer la sécurité des passagers, avec par exemple la vidéoprotection ou la gestion de la foule, ainsi que pour apporter une meilleure expérience de ces passagers via des applications et ou des services à bord des trains. Et puis enfin, et c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, nous avions vu que ces projets nécessitaient une interconnexion entre les réseaux IT et IoT, entre les réseaux informatiques traditionnels et les réseaux opérationnels, ce qui augmentait la surface d'attaque et constituait une faille dans le système. Pour bien comprendre ce concept, que nous aborderons un peu plus en détail dans le dernier épisode de notre série de webinaires, donc ce contexte de surface d'attaque et d'augmentation de la surface d'attaque, il faut se mettre dans la peau d'un cybercriminel qui va chercher à se faciliter la vie en recherchant un maillon faible. J'avais déjà illustré ça la dernière fois, où en fait, sur des infrastructures protégées, il est souvent plus facile de passer par le réseau informatique traditionnel pour accéder au réseau opérationnel. Le cybercriminel va donc tenter, ou va chercher à détourner la vigilance de l'utilisateur en lui envoyant un email l'invitant à cliquer sur un lien web ou un fichier infecté. Quand l'envoi est précédé d'une phase d'analyse qui cherche à augmenter la probabilité de réussite et donc à diminuer la vigilance d'un utilisateur, les cybercriminels mettent en place souvent des phases d'analyse au travers de réseaux sociaux pour identifier les centres d'intérêt, pour identifier les points de vigilance qui vont permettre de baisser de contourner la vigilance de l'utilisateur. Et là, on parle de phishing ou de spear phishing quand c'est très, très, très ciblé. Donc, une fois en place sur le réseau informatique, puisqu'on a l'utilisateur a cliqué et a ouvert la pièce jointe infectée, la convergence des réseaux IT et OT offre des possibilités d'accès à l'infrastructure critique qui est ciblée. Et donc, pour faire face à cette augmentation de la surface d'attaque et de ces nouvelles failles, il convient de mettre en place, la façon d'y répondre, c'est de mettre en place un processus de cyber-résilience qui vise à augmenter le niveau de protection globale et donc à réduire cette surface d'attaque. Et cette cyber-résilience, elle s'articule autour de la mise en place d'une gouvernance de cybersécurité afin d'opérer ce qu'on appelle une gestion des risques globale en incluant à la fois les équipes IT et OT. Et nous verrons la prochaine fois tous les bienfaits que peut apporter cette coopération entre les deux équipes qui vise essentiellement à améliorer la résilience globale de l'infrastructure en cas de cyberattaque. Cette gestion des risques, elle vise tout d'abord à identifier les actifs sensibles ou critiques. On parle ici des processus opérationnels, des équipements ou des machines, afin de voir les moyens qu'on peut mettre en place pour assurer leur protection.
Ce qu'il faut comprendre à ce niveau, quand on met en place une gestion des risques, c'est que la notion de risque zéro sur l'ensemble de l'infrastructure, elle n'est pas envisageable. Le risque zéro n'existe pas. C'est un peu comme dans les assurances. Hein. On souscrit des assurances au cas où il nous arriverait quelque chose. Ben là, c'est un peu la même chose. On va mettre en place une gestion de risque, des moyens de protection pour limiter le risque. Et donc, le risque zéro n'existe pas parce que ça pourrait aboutir soit à un coût exorbitant, trop important dans la mise en œuvre des solutions de sécurité, soit de très fortes contraintes opérationnelles qui aura un impact sur la productivité. Donc la gestion de risque, elle allie à la fois, elle concilie le risque cyber avec la notion de productivité et de maintien des opérations. Donc quand on mène cette gestion des risques, quand on met en place cette gestion de risque, on va se concentrer sur les processus et les équipements qui représentent le plus de risques en cas de cyberattaque. Je pense par exemple au système de contrôle d'un train, dans le but de réduire justement les surfaces d'attaque qui permettent d'accéder à ces équipements ou à ces processus sensibles. Cette réduction de surface consiste à déployer des moyens de protection en fait, pour accroître le niveau de sécurité. Donc, en gros, pour en revenir au système de contrôle d'un train, le but va être de faire en sorte qu'il soit le plus isolé possible afin d'empêcher un cyberattaquant d'en prendre le contrôle et de causer des dégâts sur le matériel roulant, ce qui peut engager la sécurité des passagers. Et on l'a vu quand on avait parlé de notre fiction sur des scénarios d'attaque possibles, que le fait de prendre contrôle du matériel, d'avoir accès au réseau opérationnel est tout à fait possible. Et donc, idéalement, pour rendre ce système, idéalement, ce système soit donc complètement isolé. Par contre, on se rend compte que la mise en place d'un projet de résilience opérationnelle ou l'amélioration de l'expérience passager peut requérir l'ouverture de ce réseau opérationnel. Et donc, le but de la gestion de risque et de la réduction de la surface d'attaque, c'est de maîtriser complètement cette ouverture de bout en bout pour en gérer les accès. On verra ça, un peu le but de la politique de sécurité. Et donc, cette maîtrise de bout en bout, elle passe par justement la mise en place d'une politique de sécurité qui vise à définir les règles de contrôle et de vérification des accès afin de garantir en cas de cyberattaque le bon fonctionnement des processus opérationnels et d'assurer ainsi la cyber-résilience de l'infrastructure. Et puis en plus des moyens de protection, la mise en place d'une gouvernance en cybersécurité nécessite également le déploiement de systèmes instrumentés. Donc, ça va être des points de mesure qui vont permettre, donc, en plus de la collecte d'incidents de sécurité, qui vont nous permettre potentiellement d'identifier une attaque, ça permet aussi de mesurer la conformité et les écarts à la politique de sécurité. Donc, à partir de ces systèmes instrumentés, donc de ces données qu'on va collecter, on va assurer un suivi régulier qui va nous permettre d'adapter en continu la politique de sécurité en fonction des comportements mesurés et qui va aussi permettre de vérifier la bonne mise en place des moyens de protection. Donc justement, au niveau des moyens de protection réseau, on en a évoqué quelques-uns lors du second épisode de cette série de webinaires. Et puis je l'ai évoqué il y a quelques minutes avec l'isolation du système de contrôle d'un train. Et en règle générale, on peut les découper en 4 grandes familles. Tout d'abord, nous avons la protection périphérique, ou ce qu'on appelle le Edge Protection, qui vise depuis l'extérieur du réseau opérationnel, on parle de périphérie donc, à en contrôler les accès. Le but ici est de définir quelle machine et ou quel utilisateur est autorisé à se connecter sur telle ou telle machine du réseau opérationnel afin d'y effectuer telle ou telle action. D'accord ? Donc pour schématiser, on définit en gros les autorisations depuis l'extérieur de qui a le droit de faire quoi dans le réseau opérationnel. Donc ça, c'est les contrôles des accès. Ensuite, on parle également de segmentation réseau. En général, ça va de pair avec la gestion des accès, mais c'est une notion qu'on mentionne spécifiquement pour les réseaux opérationnels de par leur configuration et leur topologie historique.
Le but ici, c'est d'isoler certains éléments du réseau afin de rendre plus difficile pour un attaquant la découverte de l'infrastructure et de limiter également la vitesse de propagation d'un malware. En effet, si le réseau n'est pas du tout segmenté, toutes les machines sont visibles les unes par rapport aux autres, et donc le réseau est facilement, une fois qu'un attaquant est sur le réseau, il voit tout le réseau, alors que si on met en place de la segmentation en isolant certaines parties, du coup, il sera obligé de se déplacer, donc ça rend la découverte du réseau plus compliquée. Et puis en plus, ça permet de mettre des points de contrôle, typiquement pour limiter la vitesse de propagation d'un malware. Pour la troisième grande famille de fonctions de sécurité, qui sera le sujet principal du quatrième épisode de notre série, il s'agit ici de vérifier que le contenu des messages à destination des équipements, des machines de réseau opérationnel, que ces messages sont conformes à la fois aux standards, donc typiquement aux standards du protocole, mais également conformes au processus métier, pour s'assurer que les messages qui sont transmis aux machines, elles ne vont pas mettre en péril le processus opérationnel du réseau. Et puis enfin, la quatrième grande famille, que l'on a abordée en fait lors du précédent épisode, donc au niveau de la communication sécurisée, elle garantit l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des messages échangés avec les équipements opérationnels. Pour ça, elle s'appuie, cette grande famille, elle s'appuie sur ce qu'on appelle des connexions VPN, VPN pour Virtual Private Network, qui permettent de sécuriser les communications de bout en bout. Donc pour illustrer l'ensemble de ces moyens de protection, je prendrai par exemple l'exemple d'une maintenance à distance sur une machine située dans le réseau opérationnel d'un centre de maintenance technique, donc un centre où on va effectuer de la maintenance sur le matériel roulant. Donc quand on va déployer cette nouvelle machine, on va d'abord vouloir contrôler l'accès, d'accord, pour vérifier que c'est bien l'opérateur à distance, est bien connu du système, et que donc cet opérateur il cherche à se connecter, donc on va vérifier que c'est bien la bonne personne qui se connecte. Ensuite, la mise en place d'un tunnel sécurisé entre la machine de l'opérateur et le cœur du réseau opérationnel. Cette mise en place, elle va nous garantir l'authenticité et l'intégrité de cet opérateur de maintenance. Au moment où il doit se connecter, il doit monter le tunnel, il doit renseigner son identité. Et donc, du coup, on peut garantir l'authenticité et l'intégrité de la personne. Donc, pour ça, on s'appuie en général sur des informations de connexion, comme donc un login, un mot de passe. Mais pour les systèmes les plus sécurisés, on appelle aussi ce qu'on appelle des certificats. Donc, le certificat est rattaché à une personne, c'est ce qui est utilisé pour ce qu'on appelle monter un tunnel VPN. Au niveau du cœur du réseau, on s'appuie généralement sur un équipement qui va également effectuer les opérations de contrôle afin de limiter le nombre de machines accessibles par l'opérateur authentifié. L'opérateur s'authentifie sur la machine de sécurité. C'est cette machine-là qui donne l'autorisation d'aller se connecter sur l'une ou l'autre des machines au sein du réseau opérationnel. Et enfin, pour les équipements de protection les plus sécurisés, on va également, au-delà de ce contrôle d'accès, on va être capable de mettre en place du contrôle de contenu, du contrôle de messages, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux standards et au processus métier. Et donc pour ça, on découvrira tout ça, notamment sur le contrôle des messages, la semaine prochaine. Donc ce contexte de cybergouvernance, de politique de sécurité et de déploiement de solutions de sécurité pour protéger le réseau opérationnel, mais il s'accompagne d'un certain nombre de points de vigilance qu'il faut appréhender et que je vous propose de voir maintenant. Le premier point à prendre en compte, il s'agit du ou des endroits où vont être déployées les solutions de sécurité réseau. Leur localisation, donc les points de déploiement, sont en général issus de l'analyse de risque et ils sont déterminés par plusieurs paramètres comme le niveau de criticité de l'infrastructure à protéger, le niveau de protection attendu et l'impact potentiel sur la production, sur le réseau, les opérations, ou encore les facilités d'intégration offertes par les équipements de protection. On va retrouver ainsi la possibilité de déployer ces équipements de sécurité soit en périphérie du réseau opérationnel, afin de contrôler l'accès depuis l'extérieur. On peut aussi choisir de les déployer directement dans le réseau opérationnel et répondre, par exemple, au cas d'usage de maintenance à distance que nous avons vu il y a quelques instants, où la connexion va se faire directement sur l'équipement qui se trouve dans le réseau opérationnel.
Et on comprend bien que ce type de déploiement, il nécessite, au niveau des équipements de sécurité, la prise en compte des contraintes qui sont liées à la fois au processus, garantir que les processus opérationnels sont maintenus, et aux environnements propres aux réseaux opérationnels et aux environnements industriels. Donc, respecter les contraintes qui sont en vigueur dans ces environnements-là. On peut noter aussi que, typiquement, on en a parlé la dernière fois avec l'explosion du cloud en général et des objets connectés, on peut aussi être amené à déployer des fonctions de sécurité dans des environnements virtuels. Et enfin, on retrouve le cas où l'augmentation du niveau de sécurité nécessite le déploiement de plusieurs couches de protection pour réduire la surface d'attaque. Et là, je parle que des solutions de protection réseau, puisqu'on peut empiler les mesures de protection, mais on peut envisager aussi, dans le cadre d'une réduction des surfaces d'attaque, l'ajout de moyens de protection des postes de travail. Mais par contre, on n'aura malheureusement pas le temps de le traiter durant cette session. Mais sachez que ça fait partie des politiques de gestion de risque, de mettre en place des protections de postes de travail, notamment sur les postes de contrôle. Et le déploiement de plusieurs niveaux de protection constitue un autre enjeu, puisqu'on va se retrouver avec des solutions à déployer qui peuvent être complètement différentes. Et si je prends par exemple un firewall en périphérie pour contrôler les accès et un équipement d'un autre constructeur qui serait lui déployé au sein du réseau opérationnel pour vérifier la conformité des messages, pour mettre en place ça, je vais devoir gérer la dissémination de ma politique de sécurité sur différents équipements. Donc, gérer à la fois les contrôles d'accès à l'extérieur, puis potentiellement les contrôles d'accès à l'intérieur, ainsi que les points de vigilance, les points de contrôle au sein du réseau opérationnel, donc ce qui rajoute une problématique. Et cette problématique des solutions de constructeurs différents, elle a toute son importance quand on considère les actions d'administration ou de configuration que l'équipe informatique ou opérationnelle elle doit réaliser pour maintenir la politique de sécurité, donc maintenir les règles de sécurité. En effet, pour chaque type d'équipement, il va falloir mettre en place des plans de formation pour que les gens sachent comment les configurer, comment utiliser ces équipements de sécurité, afin qu'ils puissent monter en compétences et être capables de prendre en charge les actions de configuration et de mise en place de la politique de sécurité. Et on se rend bien compte que plus on a d'équipements différents, plus il va falloir mettre en place multiplier les plans de formation. Et puis enfin, on va retrouver la dernière problématique qui convient d'adresser quand on va mettre en place des solutions de sécurité comme ça. Ça concerne la topologie de l'infrastructure. On parle ici du nombre d'équipements de protection qui sont nécessaires, du nombre de réseaux différents qu'il va falloir protéger, des interconnexions qu'il va falloir prendre en compte, ou encore du type d'infrastructure quand elle est globale, quand on a plusieurs sites, elle peut être centralisée ou au contraire distribuée sur plusieurs sites. Et donc l'infrastructure ou la topologie, elles ont en effet une incidence directe sur les tâches de suivi de la politique de sécurité. Et puisque ce qui est réalisé sur un équipement, quand on a une grosse infrastructure avec plusieurs équipements de sécurité, parce qu'on a réalisé sur un seul, on doit potentiellement le répliquer sur un autre, avec dans certains cas, prendre en compte les spécificités propres au site, propres au réseau opérationnel ou propres au processus critique à protéger. Donc ces trois problématiques liées à la multiplication des outils, à la courbe d'apprentissage et à la topologie, malheureusement, il existe des pistes qui assurent un déploiement efficace et un suivi efficace de la politique de sécurité, tout en prenant en compte justement ces points de vigilance. Pour la première solution, je parlerai plutôt de pistes en fait. Elle vise à répondre aux problématiques de multiplicité des outils et de courbe d'apprentissage. En effet, en choisissant un seul constructeur qui proposerait bien sûr des solutions homogènes, avec ça, on va être capable d'optimiser le plan de formation des équipes opérationnelles. Et en plus, que l'équipement de protection soit déployé en périphérie ou en cœur du réseau opérationnel, que l'environnement soit virtuel ou pas, on va retrouver la même façon d'administrer et de configurer la politique de sécurité. Et donc, à terme, on va même pouvoir gagner en réactivité quand on doit faire face à une cyberattaque. Ce choix de solution unique
Elle permet également de plus facilement définir le type de déploiement, que ce soit en périphérie ou au sein du réseau opérationnel. En effet, le déploiement d'un équipement au sein du réseau peut induire, on l'a vu, hein, des contraintes opérationnelles comme la coupure de la chaîne de transmission qui ne sont pas envisageables. Donc, pour prendre en compte cette contrainte, il est parfois préférable, dans certains cas de figure, et en fonction des fonctionnalités des équipements de sécurité, de déployer le contrôle de la conformité des messages opérationnels, de le déployer en périphérie du réseau opérationnel, parce que le mettre au sein du réseau opérationnel, ça aurait trop de contraintes au niveau du processus. Donc, c'est des choix qui vont être faits lors de la phase d'analyse de risque. Et puis enfin, cette unicité de constructeur, elle simplifie le processus de cyber-résilience, puisqu'elle facilite la mise en œuvre de la politique de sécurité globale. Si je prends l'exemple justement d'un opérateur ferroviaire, hein, qui met en place un processus de gestion des risques de façon globale, avec des équipements dédiés à la protection du système d'information traditionnel, et d'autres pour le ou ses réseaux opérationnels, il sera plus simple pour lui d'instancier sa politique de sécurité globale sur un seul constructeur qui offre une homogénéité dans la définition des règles de sécurité. Donc, pour s'appuyer potentiellement sur une seule interface, une seule solution pour gérer cette politique globale, et on verra un exemple un petit peu plus tard. La seconde solution, donc pour faire face aux problématiques liées au déploiement de la politique de sécurité, elle consiste à utiliser justement une solution d'administration centralisée pour simplifier la gestion au quotidien de la politique de sécurité et gagner dans la productivité des tâches répétitives. Quand on a plusieurs équipements à gérer dans des environnements différents, le fait d'avoir un point unique et central de gestion facilite la mise en œuvre et surtout l'homogénéité de la politique de sécurité commune. Cette solution elle doit aussi offrir une grande souplesse de définition des règles de sécurité. On doit être capable de définir des règles qui soient communes à l'ensemble des équipements, tout en gérant les spécificités propres à chaque site ou à chaque réseau. On verra un petit peu plus tard des exemples sur le sujet. Et puis la gestion centralisée des règles communes, elle permet de ne créer qu'un seul jeu de règles qui sera déployé sur tous les équipements. Donc, si je dois modifier cette règle, j'ai à le faire qu'à un seul endroit, à une seule fois, pour la déployer sur l'ensemble des équipements. Si je prends l'exemple, par exemple, de la mise en place d'un service via une application mobile pour informer les passagers de leurs horaires de correspondance, il va falloir créer et acheminer l'ensemble des informations d'arrivée et de départ des trains vers la base qui stocke les données pour l'application. Et donc, il va falloir créer des règles de flux pour autoriser ces informations à remonter depuis les différentes zones vers la base de données de l'application. Donc, dans un environnement où ces informations liées à l'arrivée et au départ de tous les trains sont potentiellement disséminées sur plusieurs zones géographiques, il va falloir que sur chacune de ces zones, étant protégée par un équipement de sécurité, il va falloir que la règle de flux soit dupliquée. Donc, c'est justement l'objet de la solution d'administration centralisée, de dupliquer cette règle de flux, de manière à ce qu'elle soit la même, homogène, et qu'elle soit identique et déployée automatiquement sur l'ensemble de ces zones. Et ainsi, en plus du gain en productivité, la réduction du nombre d'opérations, elle limite également le nombre d'erreurs. Moins j'ai d'opérations à faire, moins je fais d'erreurs. Et puis ce gain en productivité, il va permettre aux équipes d'administration de se focaliser sur le contrôle et le suivi de la politique de sécurité. On va donc réellement s'appuyer sur la valeur de l'humain dans la définition fine de la politique et des paramètres à mettre en place pour l'appliquer. Et puis enfin, nous l'avons vu dans l'exemple précédent, au niveau des tunnels VPN, quand on a des topologies VPN, quand on a voulu mettre en place la maintenance à distance, donc déployer des tunnels VPN. Donc quand ça implique plusieurs sites, on parle de topologie VPN. Et donc, quand on a plusieurs sites sur lesquels on va vouloir déployer des services de maintenance à distance, le même service de maintenance à distance, la solution d'administration centralisée va permettre de créer rapidement pour chaque site les tunnels VPN qui vont permettre d'assurer la sécurité des communications
liées aux opérations de maintenance. Donc voilà les deux grandes solutions qu'on peut apporter aux problématiques. Et donc, je vous invite maintenant à découvrir StormShield Management Center, qui est la solution d'administration centralisée de StormShield, et de voir très rapidement ce que cette solution apporte. Donc, tout d'abord, SMC permet de définir des règles partagées par tous les firewalls ou une partie d'entre eux, avec des règles spécifiques qui ne s'appliquent que sur un firewall donné. Donc ici, par exemple, au niveau du dossier Rastin, qu'on a nommé MySMC, on a défini des règles qui seront installées sur tous les SNS gérés par SMC. Donc là, on a fait simple pour expliquer le principe. Ici, on va juste autoriser la connexion du SMC, enfin des boîtiers vers le SMC, donc pour autoriser l'administration de ces boîtiers. Ensuite, on voit une partie au milieu de la politique de sécurité où sont appliquées des règles qui peuvent être soit communes à plusieurs boîtiers via ce qu'on appelle des sous-dossiers, ou qui vont être spécifiques à un firewall particulier. Donc ici, au niveau du sous-dossier qu'on a nommé OT Networks, on a une règle qui typiquement va mettre en place le contrôle des messages au sein du réseau opérationnel. Et puis en dessous, on voit qu'on a un équipement qui a une règle spécifique qui va lui être appliquée typiquement pour limiter les connexions au réseau Internet. Donc cette spécificité, enfin cette capacité à gérer plusieurs types de politiques de sécurité en fonction de l'équipement ou des groupes d'équipements. Pour les cas les plus évolués, avec SMC, on peut aller jusqu'à 4 sous-niveaux de regroupement et de règles partagées. Donc, par exemple, ça permet de définir des règles globales pour l'ensemble de l'infrastructure, l'ensemble de l'infrastructure liée à l'opérateur du réseau ferroviaire. Ensuite, on va pouvoir avoir un sous-niveau qu'on va appliquer à l'ensemble des réseaux opérationnels, puis un autre sous-niveau où on va être capable de venir définir des règles pour les réseaux opérationnels les plus critiques, jusqu'à descendre au niveau des firewalls qu'on identifierait comme étant les plus sensibles dans notre cybergouvernance et dans notre analyse de gestion de risque. Et donc, on peut aller jusqu'à 4 niveaux. Donc, on voit ici qu'au niveau d'un firewall particulier, pour lequel on a défini une règle, ce firewall, il va récupérer les règles globales liées à MySMC, il va récupérer les règles liées au sous-dossier OT Network, ainsi que la règle qui lui est spécifiquement associée. Donc, c'est la solution SMC qui va, pour chacun des équipements, qui va fabriquer automatiquement la règle de sécurité, enfin, les règles de sécurité qui vont être déployées, qui sont gérées de manière centrale par SMC. Ensuite, le deuxième point, c'est lié aux communications sécurisées et à la montée de tunnels VPN. Donc là, quand on voit une topologie en détail, donc on est capable de visualiser l'ensemble des firewalls qui sont impliqués dans cette topologie. On voit également les réseaux qui sont partagés. Et puis on peut facilement donc, modifier ces réseaux, rajouter facilement un équipement dans la topologie. Et on peut également préciser quelle adresse IP ou quelle interface réseau, quand on veut faire vraiment du spécifique, on veut mettre en œuvre au niveau de ce tunnel VPN. Donc une fois qu'on a défini ça au niveau de l'interface graphique, donc l'ensemble des éléments de configuration sont calculés et ils sont automatiquement poussés vers les équipements de sécurité. Donc les tunnels vont pouvoir être montés soit entre les sites, donc entre les équipements, soit autoriser des tunnels VPN pour la télématique. Et puis quand on parle, on a parlé de gestion spécifique d'un firewall, ou par exemple dans une situation d'urgence, je dois rapidement bloquer la propagation d'une attaque, l'accès à la console de configuration depuis l'administration centralisée, elle offre un gain de temps qui peut s'avérer précieux quand on est en phase de crise. En effet, on n'a plus besoin de se souvenir de ses comptes d'accès ou d'aller chercher dans son KeePass
le mot de passe du firewall que je veux modifier. On accède uniquement à la console centralisée et depuis là, on va pouvoir se connecter directement à la console de l'équipement. Et qui, cette fonctionnalité permet également de limiter la diffusion des informations utilisées pour se connecter aux équipements critiques. Donc, ces équipements de sécurité, les logins mots de passe pour se connecter, on va pouvoir les centraliser sur la plateforme SNC plutôt que d'avoir à les communiquer aux personnes qui seraient amenées à se connecter ponctuellement sur ces équipements. Ensuite, quand on parle de tâches répétitives, notamment au niveau de la maintenance, ici, on fait souvent des tâches répétitives quand on est en phase de maintenance, notamment dans l'exemple qu'on a illustré sur cette diapositive, où on doit renouveler les certificats qui sont utilisés dans l'établissement des tunnels VPN. C'est une opération importante puisque si un certificat est expiré, il peut conduire à la perte de connexion du tunnel VPN et donc ça peut y avoir des répercussions importantes quand il s'agit de tunnels intersites où l'échange d'informations peut être vital pour les opérations. Donc là, avec SCMC, je peux voir déjà rapidement les certificats qui sont expirés et puis en les sélectionnant, je vais être capable de facilement les renouveler, ici typiquement avec un protocole spécifique de renouvellement de certificats. J'ai juste à cliquer sur un bouton pour renouveler les certificats de plusieurs boîtiers. Et puis quand on parle de gestion centralisée, on ne peut pas oublier la supervision d'équipement pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc ici, la vue synthétique offerte par StampShield Management Center, elle apporte une vue d'ensemble qui permet d'avoir un état du parc en un seul coup d'œil et d'être alerté en cas d'incident sur un équipement. Donc en fonction de son statut, on va être capable de rapidement réagir afin de voir ce qui se passe sur l'équipement pour lequel on aurait détecté en temps réel un incident. Donc pour conclure, je vous propose de synthétiser les sujets que nous avons abordés durant cette session. Nous avons commencé par voir l'importance d'une gouvernance en cybersécurité afin de mettre en place une gestion de risque. Et on verra lors du prochain épisode la nécessité d'avoir une approche globale en incluant à la fois les équipes IT et OT. Cette cybergouvernance, elle aboutit à la définition d'une politique de sécurité dont la mise en œuvre nécessite la prise en compte d'un certain nombre de points de vigilance, comme la multiplicité des outils, la topologie de l'infrastructure et le type de protection. Puis après avoir identifié les pistes pour répondre à ces problématiques, je vous ai succinctement présenté les avantages en la matière des solutions de protection réseau de StampShield. Donc, nous avons donc vu la solution d'administration centralisée StampShield Management Center, qui offrait un point unique de gestion de la politique de sécurité réseau pour aider les administrateurs ou opérateurs à gagner en productivité sur leurs tâches répétitives afin de pouvoir se focaliser sur la gestion et les paramétrages de la politique de sécurité réseau. Et puis à ce niveau-là, il faut noter que, on n'en a pas parlé, mais la gamme de produits StampShield Network Security est basée sur le même socle de fonctionnalité, quel que soit le type de produit, qu'il soit classique, donc dans des baies informatiques, industrielles, donc répondant aux contraintes d'environnement industriel, ou virtuelles. On parle généralement de form factor. Tous ces équipements, toutes ces solutions, elles ont exactement la même interface graphique, les mêmes fonctionnalités. Et donc, cette particularité nous permet de répondre aux problématiques liées à la multiplicité des outils et au choix de déploiement dans la solution de protection réseau. Voilà, cette session est maintenant terminée. Et il me reste à vous rappeler qu'elle fait partie d'une série de 4 webinaires dédiés à la menace cyber dans l'industrie ferroviaire. Cette série, elle touche bientôt à sa fin. Elle a commencé le 12 mars dernier, où nous avions dressé un état des lieux de la menace cyber pour le monde ferroviaire. Puis dans le deuxième épisode, nous avons vu quels enjeux représentaient la transformation numérique et la virtualisation des applications. Aujourd'hui, on a traité de l'importance d'une politique de sécurité commune et centralisée pour se protéger contre ces menaces. Et puis enfin, la semaine prochaine, ce sera le dernier webinaire, le 9 avril, où
Ce webinaire sera dédié à la protection du réseau opérationnel en contrôlant le contenu des messages à destination des actifs sensibles ou critiques. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre page web dédiée, donc, dont l'URL elle nous est communiquée sur la partie chat de l'application GoToWebinar. Elle vous permettra de vous inscrire au dernier épisode et également de visualiser les 2 premiers épisodes ainsi que celui d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, je vais prendre connaissance de vos questions et puis ça va me prendre quelques instants et puis je vais y répondre. Donc, j'ai une question au niveau du… Donc, pouvez-vous donner les détails sur le choix de l'emplacement d'un équipement de sécurité? Donc, effectivement, c'est quand on parlait de savoir si on déployait un équipement en périphérie ou au cœur du réseau opérationnel. En fait, tout ça, ça va dépendre de l'analyse de risque. Donc, quand vous allez identifier les processus ou les équipements critiques, ils vont être inclus dans des processus en fonction de la criticité du processus. Typiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un équipement de protection, il va venir souvent en coupure. Alors, il existe des moyens qui visent à faire en sorte de maintenir la continuité des messages, même si l'équipement de coupure vient à rentrer en défaillance. Et donc, c'est des éléments qui vont rentrer en compte, donc notamment la criticité de l'infrastructure, le fait de savoir si l'équipement il a ou pas ce type de mécanisme, ça va nous permettre de prendre des décisions sur le positionnement du produit de sécurité, est-ce qu'on le met en périphérie ou en cœur de réseau. Voilà, donc chacun a ses avantages, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est pour limiter l'accès au réseau opérationnel, on va pouvoir plutôt le mettre en périphérie. Si c'est pour contrôler les messages et s'assurer de la conformité des processus métiers, typiquement, on va plutôt privilégier un déploiement au cœur du réseau opérationnel, si toutefois c'est possible en fonction des différentes contraintes. Donc voilà. Ensuite, j'ai une deuxième question. Donc les infrastructures multi-constructeurs ont été évoquées comme problème, mais comment faire quand on n'a pas le choix? Donc, quand on doit déployer par exemple une protection réseau et une protection de poste. Alors effectivement, le choix de la protection réseau, protection de poste, il va falloir s'appuyer sur soit des solutions communes. On va parler par exemple d'orchestration, d'accord? Donc on va avoir des solutions qui vont être capables de gérer une politique centrale à la fois sur les postes et sur les équipements réseau. Donc on parle d'orchestration. Ou alors on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle les jeux de commandes, donc des CLI, donc qui sont des commandes qui sont utilisées pour la configuration des boîtiers. Donc, on n'a pas uniquement les interfaces graphiques. On a ce qu'on appelle un jeu de commandes qui peut lui être mis en œuvre pour… c'est typiquement ce qui est fait dans le cadre d'orchestration. Donc on a une application qui va être capable de gérer différents types d'équipements, notamment des équipements même de protection réseau provenant de constructeurs différents pour par exemple mettre en œuvre la double barrière qui est typiquement préconisée par l'ANSSI dans le cadre d'infrastructures critiques. Et donc là, la double barrière, on est face à 2 constructeurs. Là, on va pouvoir passer soit par un jeu de commandes, soit des solutions qui sont capables de dialoguer avec les 2 constructeurs, soit mettre en place ce qu'on appelle des orchestrateurs qui vont permettre d'orchestrer une action particulière au niveau de la politique de sécurité pour faire en sorte qu'elle soit répliquée ou mise en œuvre sur l'ensemble des équipements ou des moyens de protection qui doivent être mis en œuvre au travers de cette action-là. Voilà. Après, j'ai une dernière question qui concerne plus spécifiquement Storm Shield Management Center. Quels événements permettent de diagnostiquer un incident sur un équipement? Donc là, on
on avait donc le fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du statut, on pouvait voir si l'équipement était connecté ou déconnecté. Donc là, ça permet de savoir s'il est déconnecté, ça veut dire qu'on n'a plus vraiment de visibilité sur ce qui se passe. La dernière fois qu'on l'avait eu, il était opérationnel. Après, quand on est connecté, on va être capable de vérifier s'il est tout est opérationnel. Donc là, on est dans un statut running vert. Ou alors, en fonction d'informations remontées sur l'état du CPU, l'état du disque, un certain nombre d'indicateurs, on va pouvoir déterminer le niveau de criticité de l'incident et donc afficher des icônes de plus en plus qui vont changer de couleur et qui vont alerter de plus en plus l'opérateur de, de, de l'urgence de l'action à prendre pour régler l'incident. Voilà, je n'ai plus d'autres questions. Il me reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et puis à vous dire à la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode de cette mini-série dédiée aux cybermenaces sur l'industrie du monde ferroviaire. Merci à vous. Au revoir.